Un courrier du ministre de l'Économie et des Finances sème la panique dans le rang de certains fonctionnaires de l'administration publique. Ils sont en effet invités à fournir les originaux de leur diplôme. Pourquoi s'inquiéter? Quelles sont les perspectives de cette opération? Nous ferons le débat dans une quinzaine de minutes. Ce sera le décryptage. Nous reviendrons également au dossier de la semaine sur les enjeux et les recommandations des assises du réseau du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest tenues à Cotonou cette semaine. Vous êtes bien sûr Week Echo où vous pourrez aussi suivre la revue de presse économique de la semaine. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le mini-journal, c'est avec Nadège Sani en position. Bonjour et bienvenue dans le mini-journal sur Week Echo. L'Afrique se prépare pour devenir une zone émergente. Au Bénin, la jeunesse s'apprête à ouvrir la voie d'un développement réussi. Pour arriver à ce développement, elle devra d'abord relever le défi du leadership. Igor Ayoso, Patrick Adjagbodjou, Fallon Wefondi. Bientôt, un demi-siècle que les peuples africains se battent pour l'émergence du continent noir. Sous l'emprise des puissances économiques mondiales, le destin de l'Afrique semble lui échapper et le continent s'enlise. Les obstacles sont nombreux et risquent de briser la dynamique du développement attendu. Le recours facile, systématique à l'aide étrangère, le recours facile à la coopération, alors que nous-mêmes, le peu de ressources que nous levons grâce à nos efforts, nous les gaspillons, nous les utilisons à faire tout sauf l'essentiel pour les populations. Me semble-t-il, c'est cette voie de la rationalisation qu'il va falloir trouver pour remettre nos pays debout. Face aux défis de son développement, l'Afrique a plus besoin d'un capital humain formé et aguerri en leadership. Il faut travailler sur le capital humain. Travailler sur le capital humain, c'est d'avoir des hommes et des femmes qui sont non seulement bien formés, mais qui sont des hommes et des femmes qui sont à même justement de prendre du risque, donc d'innover, donc qui ont le goût de l'aventure, mais le goût de l'aventure entrepreneuriale. Mais tout ceci se forme, tout ceci s'inculque. Et donc je pense que c'est important que nous travaillions à former le capital humain. C'est pourquoi on est allé chercher cette réalité. Tout le monde commence à la saisir. C'est d'ailleurs la raison principale de cette formation Campus des jeunes leaders, initiée par l'Association béninoise du droit constitutionnel, ABDC. C'est faute de connaissances que l'on meurt aujourd'hui. Et donc, je pense que c'est une très belle opportunité parce que ça nous permet à nous jeunes d'en apprendre un peu plus sur nos États, d'en apprendre aussi un peu plus sur ce qui a déjà été fait et de savoir en tant que jeunes ce que nous devons faire aujourd'hui si nous voulons vraiment que nos États se développent. Nous leur faisons prendre conscience d'une part de ce que nous sommes un pays avec beaucoup de contraintes, nous sommes un continent qui rencontre beaucoup de difficultés, et qu'eux-mêmes, ils voient à la télévision presque tous les jours leurs frères ghanéens, béninois, sénégalais, kenyans, togolais, ivoiriens. On voit les cadavres qui sont ramassés sur les plages. On en voit qui sont capturés en esclavage. Ça doit être pour moi un élément de motivation supplémentaire pour que ces jeunes à qui nous parlons se préparent à exercer ses responsabilités, mais surtout à exercer ses responsabilités pour sortir le pays de l'indignité, de la pauvreté, et rendre à l'Afrique sa fierté. L'Afrique se doit donc de repenser son développement. Elle se doit de cesser de marcher sur les sentiers qu'on lui indique pour marcher sur le chemin qu'elle se serait elle-même choisi. Toute chose indispensable au bonheur et au mieux-être de ses populations. Quand on voit que la prospérité et la croissance économique parcourent le reste du monde, mais ne s'arrêtent pas sur le continent africain, on est obligé de trouver une autre voie, de chercher les moyens et les hommes, les nouveaux citoyens avec lesquels on va pouvoir entrer dans une nouvelle logique, une nouvelle dynamique pour rendre au continent africain sa dignité. Une
activité des plus connues à Cotonou depuis quelques années et qui constitue un réel problème environnemental et surtout des plans d'eau, c'est le lavage automoto. Quelle est la destination de ces eaux usées remplies de détergents? Quels sont les impacts sur l'environnement? Réponse dans ce reportage de Saint-Tiche Kimpon et Donatien Falola. Les unités de lavage automoto, une activité qui a pris de l'ampleur depuis quelques années dans presque toutes les villes du Bénin et qui nécessite l'utilisation d'une grande quantité d'eau. Mais malheureusement, il se pose un sérieux problème de gestion des eaux usées au niveau de ces centres de lavage. Le caniveau est fait pour recevoir les eaux usées de la ville. Quand il n'y a pas de caniveau, l'eau empêche la circulation des usagers et les riverains ou les fait souvent tomber. C'est pourquoi on fait les lavages à côté des caniveaux. Dans certains cas, l'eau est directement canalisée vers les ouvrages d'assainissement public. L'eau rentre droit dans les caniveaux et arrive dans le grand lac de l'autre côté. D'autres promoteurs de lavage automobile ont fait l'option de construire des puisards. L'eau qui découle du lavage en fait est évacuée directement dans un puisard. Et au fil du temps, lorsque le puisard se remplit, on procède aussi à l'évacuation de ce puisard. Avant, l'eau que nous utilisions rentrait dans les caniveaux, mais la police sanitaire est venue plusieurs fois nous interdire. Même la mairie aussi. Et actuellement, on a trouvé une solution, on a fait notre propre puisard à l'intérieur. Et l'eau que nous utilisons rentre dedans. L'activité cause assez de nuisances pour l'environnement. Lorsque vous laissez les eaux de lavage de ces activités aller dans les plans d'eau, elles créent un phénomène qu'on appelle l'eutrophisation. C'est-à-dire les composés phosphorés, les composés azotés dont je parle, permettent la multiplication des algues, permettent la multiplication des plantes aquatiques. Et ces algues-là, ces plantes aquatiques se multiplient abondamment. Et après, quand elles meurent, elles se décomposent dans l'eau. Et au cours de cette décomposition, elles utilisent de l'oxygène de l'eau. Du coup, ces algues-là, ces plantes aquatiques, au cours de leur décomposition, consomment l'oxygène, je viens de dire, et provoquent l'asphyxie des poissons que nous avons, n'est-ce pas, dans l'eau. On constate également que une fois dans l'eau, ces éléments, ces tensioactifs dont je parle, perturbent le système hormonal des animaux aquatiques. Au Bénin, un dispositif législatif et réglementaire existe pour encadrer l'activité de lavage automoto. Actuellement, des commissions travaillent pour pouvoir essayer de réglementer un peu l'activité parce qu'elle se mène avec beaucoup d'anarchie. N'importe qui se lève, crée sa structure, envoie ses eaux dans la rue, alors que les caniveaux ne sont pas destinés pour recevoir les eaux de lavage des automobiles. Si quelqu'un se conforme, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un ne veut pas se conformer, l'État sera obligé d'aller, n'est-ce pas, aux sanctions pour l'amener à se discipliner. Les citoyens qui s'investissent dans ce secteur se mettent au travail de toute l'organisation mise en place. Il est donc important de les sensibiliser pour un changement de comportement. C'était donc un reportage de Saint-Tiche Kimpon présenté par Marcel Arossi. Les volontaires premiers présents face aux crises, c'est le thème de la célébration de la Journée mondiale des volontaires de cette année 2017. Plus de 5600 volontaires au Bénin à ce jour. Quels sont les avantages qu'offrent les organisations de volontaires aux jeunes engagés? Élément de réponse dans ce reportage de Igor Ayoso et Gloria Chidime. Être au service du développement des populations les moins démunies sans aucune rémunération. Se sacrifier au service des autres, c'est en cela que réside le volontariat. Servir sans retour, ou servir partout où ils sont en tant que volontaires, décider en première position à servir et même lorsque les gens seront là pour ne pas se décider, ces volontaires se décideront pour œuvrer pour le développement de la nation. Depuis 5 ans, l'université d'Abomey-Calavi forme les jeunes étudiants qui aspirent à devenir volontaires sur la base des critères bien définis. Nous avons, en 2013, lancé le premier contingent de 400 volontaires. Au cours des 5 dernières années,
il y a 1200 jeunes béninois qui ont été déprogrammés, reprogrammés, reconvertis en citoyens de type nouveau. En dehors de ces 1200 statutaires, nous avons formé dans cet amphi Idriss Déby au cours des 5 dernières années plus de 10 000 jeunes, hommes et femmes, qui ont pris part ici en suivant, n'est-ce pas, des conférences, des workshops, des ateliers, etc. sur le volontariat. Les jeunes volontaires au Bénin donnent leur temps, leur expertise et leurs connaissances pour le bien commun. Ce qu'ils gagnent en retour est riche en expériences très bénéfiques pour le développement personnel. Grâce à notre partenariat avec France Volontaire, nous avons développé le programme de volontariat international de réciprocité. C'est un programme qui se développe dans les autres pays de la sous-région et sur lequel le Bénin s'est placé depuis quelques mois et qui permet à des jeunes volontaires de pouvoir quitter dignement le Bénin et aller vivre des expériences de partage et de volontariat à travers la France. Nous avons actuellement une dizaine de jeunes béninois sans considération politique, sans considération de religion ni de race, et qui ont été sélectionnés sur la base d'un certain nombre de critères définis par nos partenaires et qui sont en France et qui, avec les jeunes français, développent des programmes de solidarité internationale. Paul, ce jeune volontaire depuis 1 an, nous parle des avantages qu'il a eus en étant devenu volontaire. J'ai bénéficié de beaucoup de formations. D'abord des formations en matière de développement personnel, en matière de la bonne gouvernance, en matière de lutte contre la corruption, et en partenariat aussi avec l'ambassade des États-Unis également aussi. Et ce qui nous a fait aussi des engagés pour la bonne gouvernance partout où nous retrouvons. Le programme du développement durable à l'horizon 2030 reconnaît le volontariat en tant que partie prenante dans la réalisation des 17 objectifs du développement durable ODD. Les jeunes étant au fait des problèmes touchant le monde se doivent de s'impliquer davantage au programme de volontariat, en l'occurrence ceux de la France, un peu pionnière dans ce don de soi au profit des autres. Merci pour votre aimable attention. Wikeko continue avec Roch Aurélien Akoino. À bientôt. Merci à vous, Nadège Sani, pour le point de cette actualité en mini-journal. Et l'autre façon aussi de faire l'actualité, c'est à travers les journaux parus au cours de la semaine. Et sur Wikeko, vous avez le plaisir de suivre la revue de presse économique de la semaine que nous présente Ulvaeus Balogun. Amis de la revue de presse de Wikeko, bienvenue. Le financement du Bénin par le Fonds monétaire international FMI, le détournement de 60 millions par les chefs des unités de la police et de la gendarmerie et les faux diplômes dans l'administration constituent l'essentiel de l'actualité cette semaine. Coopération entre le Bénin et le Fonds monétaire international, le matin affiche à sa manchette. Soutien à la stabilité macroéconomique du Bénin, le FMI débloque 13 milliards de francs CFA. Selon le quotidien, dans le cadre de la deuxième revue de son programme de facilité élargie de crédit, le Fonds monétaire international a décidé d'appuyer une fois de plus le Bénin à hauteur de 22,58 millions de dollars US, soit 13 milliards de francs CFA. Également, le quotidien événement précis titre « Appui financier, le Bénin gagne la confiance du FMI et décroche 13 milliards ». Pareil pour le progrès, réforme économique et financière, le FMI accorde 13 milliards de francs CFA au Bénin. L'économiste de renchérir. Financement du PAG, le FMI décaisse 13 milliards de francs CFA pour soutenir le Bénin. À en croire le quotidien, ce financement porte le total à 25 milliards de francs CFA accordés en faveur du Bénin dans le cadre de l'accord conclu avec le FMI. Néanmoins, poursuit ce même quotidien, quelques recommandations ont été faites par le FMI. Il s'agit de réduire au minimum les facteurs de vulnérabilité s'agissant du secteur financier et aussi accélérer
accélérer la mise en œuvre du nouveau cadre régional harmonisé de résolution, de renforcer l'instance de supervision des institutions de microfinance et de corriger le niveau élevé de créances bancaires improductives. Autre information, détournement des fonds de renseignement, plusieurs responsables de police et de gendarmerie limogés, titre Le Pays émergent. Selon le quotidien, cette action du contrôleur général de la police, Idrissou Moukaïla, est une suite logique des directives du Conseil des ministres du 15 novembre dernier. Fraternité à sa une. Dilapidation de 60 millions par les chefs d'unité, les troublantes révélations de Hunongpe sur la mafia à la police et à la gendarmerie. D'une unité à une autre, le Béninois libéré titre. Guerre contre les faux diplômes dans l'administration, le personnel de la douane bientôt dégraissé. Le meilleur, vérification d'authenticité des diplômes à la douane béninoise, panique générale chez les disciples de Saint-Mathieu. Pêle-mêle, la nation affiche malversation dans les sociétés et offices d'État, des soucis pour les mises en cause dans les dossiers CNSS, ONASA et CAIA. Toujours avec la nation, semaine du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest à Cotonou, repenser le système alimentaire ouest-africain. Pour ce quotidien, la rencontre replace les questions de nutrition, de la sécurité alimentaire et de la résilience au cœur des politiques nationales, régionales et internationales de développement. Pour l'économiste, zone du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest vers la maîtrise de l'insécurité alimentaire. Fin de cette revue de presse, à la prochaine. Merci à vous, Ulvaeus Balogun. Et sur ce plateau, un sujet a fait sourire pratiquement tout le monde ici. Vous le saurez tout à l'heure. Dans un instant, c'est le plateau de décryptage. Et voilà, sur le plateau de décryptage ce jour, deux débatteurs qui portent le même prénom. Patrick Adjabodjou, bonjour. Bonjour, Roch, accueille-nous. La pleine forme? Je me porte très bien. J'ai le plaisir de vous avoir sur ce plateau de décryptage. Le plaisir est partagé. Je rappelle que vous êtes journaliste à BB24. Tout à fait. En face de vous, lui, on le connaît, Yves-Patrick Loco, bonjour. Bonjour Roch, bonjour aux amis téléspectateurs. Voilà, et il y a une information dans la revue hebdomadaire qui nous a fait sourire tout à l'heure. C'était quoi déjà? C'était le titre d'un journal que notre collègue Ulvaeus a passé dans sa revue. Oui. Le personnel de la douane bientôt dégraissé. Oui, parce qu'il y a contrôle de diplômes dans l'administration publique. Et c'est justement le thème dont nous débattons sur ce plateau. Patrick, oui. Une opération de contrôle de diplômes dans l'administration publique est en cours, comme le journal l'a relayé tout à l'heure. Est-ce un contrôle de routine ou bien qu'est-ce qui a pu susciter une telle opération? Merci Roch. Bonjour chers téléspectateurs. Nul n'est sans savoir que dans le rang des diplômés, des fonctionnaires de l'administration publique tapissent dans l'ombre, vous le savez très bien, des compatriotes qui font preuve de faux et usage de faux. Vous avez fait des enquêtes? En s'arrogeant des titres de diplôme pour lesquels ils n'ont jamais été titulaires. Faux diplôme, le phénomène ne date pas d'aujourd'hui, où ça fait couler d'encre et de salive, ça ne date pas d'hier. L'administration béninoise, l'administration publique béninoise est victime de ce phénomène, de ce fléau, et nous en sommes tous conscients. Est-ce une routine? Je pense que oui. Cette fois-ci, c'est la volonté manifeste, c'est la motivation du gouvernement, et nous sommes là aujourd'hui, et la cible première, c'est la douane béninoise. On ne peut que souhaiter, féliciter l'engagement et attendre de voir la suite de ce qui a commencé, ce que d'aucuns appellent le nettoyage, et d'autres qualifient l'engagement du gouvernement comme un soulagement
dégraisser l'administration publique. Vous avez finalement fait sortir le mot relayé par le journal tout à l'heure. Nous y reviendrons tout à l'heure. Oui. Yves-Patrick Loko, pour le moment, ce sont les fonctionnaires de la douane béninoise qui sont concernés. Et récemment, le ministre de tutelle, le ministre de l'économie et des finances, leur a adressé un courrier les sommant de fournir leur diplôme dans un délai vraiment très, très bref. La question qu'on peut se poser, n'y a-t-il pas un fichier au niveau de l'État central qui puisse renseigner sur les informations recherchées actuellement au niveau de cette administration douanière? Il y a sûrement un fichier, mais ce qui se fait d'habitude, c'est qu'on demande aux personnes d'amener. Ce n'est pas pour la première fois que ça se passe. Ça s'est passé il y a quelques mois ou quelques années où des personnes ont été sorties des rangs de l'administration béninoise. Parce que qu'est-ce qui se fait d'habitude? Dès que vous avez un diplôme sur lequel plane un doute, on fait référence à l'établissement, à l'école qui a délivré ce diplôme-là. Oui. Qu'est-ce qui fait planer le doute sur le diplôme que vous avez? Ce qui fait planer le doute sur le diplôme que vous avez, si par exemple c'est une faculté, il est déjà arrivé qu'à un moment donné, mettons en l'an 2000, c'est quelqu'un qui était, c'est un professeur qui était le douanier de la FADES, l'ancienne appellation de la FADES qui était la FASGEP. Un douanier était... Parce qu'il n'y a pas de crime parfait dans ces cas-là. Un douanier tel était un monsieur tel était le doyen de cette faculté. À l'époque. Voilà. Mais vous, on constate sur votre diplôme que vous avez eu le diplôme là en son temps, mais c'est le nom d'un autre qui est... Ce sont des indices de suspicion. C'est des indices de suspicion. Donc, on peut... ça peut être une erreur. Enfin, vous avez fourni peut-être ce diplôme-là de bonne foi. Donc, ça pouvait être une erreur de l'établissement. Là, on va confronter avec le fichier de l'établissement pour savoir si réellement telle personne a obtenu tel diplôme en cette année-là. Le doute plane aussi également parfois sur les diplômes obtenus à l'étranger. Un tel qui n'était pas peut-être trop brillant, avec qui vous avez fait la fac, il disparaît du Bénin 1 an, 6 mois, il revient bardé d'un diplôme. Donc, légitimement, l'administration, ou même l'administration privée, je ne parle pas de la... Parce qu'on a estipé des rangs de l'administration privée, des sociétés privées aussi, des personnes qui ont déclaré de faux diplômes, qui sont entrés en fonction avec des diplômes indus. Donc, on peut légitimement avoir des doutes. Et en plus, il y a cette expression qui dit que la confiance n'exclut pas le contrôle. Oui. Donc, c'est tout à fait normal que cette opération-là soit diligentée de temps en temps. C'est vrai que parfois, il y a des erreurs. Oui. Il y a des erreurs. Le cas d'un enseignant. Oui, tout à fait. D'un enseignant. Mais je crois que ça a été rétabli. Oui, ça a été rétabli. Parce qu'on a déjà sali son nom. Oui. On a dit qu'il a eu un faux diplôme, il a dû se battre. Donc il va falloir faire très attention. Voilà, et sa faculté a reconnu que c'était une erreur de la part de la faculté. OK. Patrick Adjagodjou, dites-nous, pourquoi avoir limité le contrôle de ces diplômes à une période? Lorsque nous prenons le cas des fonctionnaires de la douane béninoise, le contrôle ne prend en compte que ceux qui ont été recrutés jusqu'en 2005. L'opération de vérification de l'authenticité des diplômes enclenchés ou engagés par le gouvernement et qui a pour cible première, comme je le disais tantôt, la douane béninoise, ne doit pas faire objet de débat. Le gouvernement a choisi... Oui, le gouvernement a choisi commencer sa dynamique par une administration. Et pouvoir dégraisser. Et pouvoir dégraisser. Donc, j'estime, si le gouvernement pense que les agents ayant fait au moins 12 années dans l'administration douanière doivent faire objet, disais-je, d'une opération, d'un contrôle de leur diplôme, je pense qu'il n'y a pas de débat autour. D'accord, il n'y a pas de débat autour. Sinon, on risque d'aller vers la politique, de croire que le gouvernement a des idées derrière. Mais je puis dire
sans risque de me tromper, que le gouvernement veut se rassurer. Parce que, n'oubliez pas, c'est après l'annulation du dernier concours de recrutement d'agents au profit de la douane béninoise. Certainement que le gouvernement a l'ambition de lancer un autre recrutement. Mais avant de se rassurer qu'au sein de la douane béninoise, il n'y a pas d'agents ayant de faux diplômes. Parce que moi, je veux ajouter quelque chose. Oui, allez-y très rapidement. Je ne veux pas jouer à l'aigri ou au jaloux de service, mais il faut savoir que cette administration de la douane, on sait qui va là-bas. C'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure, c'est des gens qu'on connaît, qu'on a vus et puis... Qui n'étaient pas trop brillants voilà, et qui du jour au lendemain... Voilà. Je ne dis pas tout le monde, mais bon, un peu comme le système, l'expression que je passe enfin, chez un confrère, Hébert Huimbo, pour ne pas le nommer. Et vous l'avez fait finalement. Voilà, c'est des tromperies bogues souvent. Parce que, non, dans une chronique, il a dit, il a écrit dans une chronique à la police, à la gendarmerie, à la douane, c'est souvent petits pagailleurs de quartier, mais dont les parents sont un peu aisés. Et il est à la maison, il a fini le BPC difficilement ou le bac difficilement, on le garde à la maison d'abord. On attend le prochain concours de la douane, de la gendarmerie ou de la police, et puis on envoie là-bas. Très bien. Voilà. Dites-nous maintenant, Yves-Patrick Loko, quelle va être la finalité de cette opération? Est-ce que ça va permettre d'extirper des rangs de l'administration publique, certains fonctionnaires qui sont entrés par effraction, ou bien ça va permettre de régler un problème de recrutement? Non, ça va. Je crois que la fonction première d'une telle opération, c'est d'extirper des rangs, comme vous l'avez dit, les brebis galeuses. Et ce ne serait que ça peut se faire aussi facilement? Oui, ce n'est que justice, parce que c'est du faux et usage de faux. Qui aura été fait. Et lorsqu'on aura constaté que quelqu'un a usé de faux diplômes pour servir dans l'administration publique jusque-là, quelles peuvent être les sanctions auxquelles il peut être exposé? C'est administratif et judiciaire à la fois, si je ne me trompe pas. On l'extirpe des rangs et on peut engager des poursuites judiciaires contre cette personne-là pour avoir fait usage de faux. Oui. Et pourquoi pas ne pas lui demander de rembourser tout ce qu'il a déjà perçu. Mais entre-temps, c'est un citoyen. Après tout, il a servi l'administration. Quelque part, il a permis à l'administration d'engranger des recettes, ou bien il a mis sa compétence au service de cette administration. Est-ce qu'on ne peut pas voir ce côté pour lui alléger un peu la tâche? C'est vrai que je ne fais pas l'apologie du... Il n'y a pas de sentimentalisme dans cette affaire-là. Accepter ou jouer au sentimentaliste dans des cas précis, pareil, c'est soit faire semblant de décourager le comportement ou faire semblant de jouer le jeu. Je pense que si le gouvernement s'engage dans cette dynamique, il faut aller jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout, c'est un peu comme le disait tantôt Yves-Patrick Loko, c'est deux voies, administrativement et judiciaire. Administrativement, les retirer de l'administration et engager une poursuite judiciaire. Oui, vous parlez de poursuite judiciaire, je suis d'accord qu'il faut punir lorsqu'on se comporte mal, mais vous savez, quand je prends ce métier particulièrement, ils s'exposent aussi, ils exposent leur vie. Lorsque vous envoyez des agents aller collecter des impôts, pour le fonctionnement de l'administration, ils exposent. Parfois, ce sont les contrebandiers qui tirent sur eux. Est-ce qu'on ne va pas quelque part voir cela pour voir comment leur alléger un peu la situation? Je crois que quand on est dans le faux, il faut sévir avec la dernière rigueur. Il faut accepter, subir les conséquences de son acte. Ce n'est que justice. Ce n'est que justice sociale. Voilà, ce n'est que justice sociale. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays où il faut tout le temps se reposer sur le diplôme pour établir la preuve d'une compétence? Ailleurs, ce n'est plus le diplôme qui compte. C'est ce que vous savez faire. Mais malheureusement ou heureusement, on est dans un système
ou c'est ce que tu as comme diplôme qui est demandé pour entrer dans une administration. En fait, ça se passe toujours ainsi. Ça continue de se passer comme ça. Donc, si c'est ça la règle, je crois qu'il faut la respecter. Tout à fait. Quitte à réfléchir désormais à l'avenir pour savoir s'il faut vraiment le diplôme pour servir de compétence, afin de preuve de la compétence. Je crois que les deux ne sont pas forcément les mêmes choses, mais malheureusement, il se fait que c'est le diplôme qui est recommandé pour entrer en fonction. Voilà. Nous sommes sortis d'un système éducatif ou d'enseignement qui nous oblige à finir dans l'administration. Moi, je pense que donner obligation au diplôme pour faire valoir vos compétences, c'est normal. Parce qu'on nous a toujours appris à aller à l'école pour finir dans l'administration. Et si aujourd'hui, l'administration a besoin de personnel, il faut donner place au diplôme, il faut donner place aux compétences. Je crois que c'est un autre pan du débat. Formation, compétences et recrutement dans la fonction publique. C'est un autre débat et je pense actuellement, il faut permettre aux acteurs, aux autorités à divers niveaux de continuer l'opération enclenchée et de nous donner les résultats. Oui. Vous avez soif des résultats? Naturellement. Parce que... Vous avez... D'accord. Merci. Tout comme vous, beaucoup ont envie de savoir qui sont ces agents qui se sont frauduleusement incrustés dans l'administration publique, qui sont entrés par effraction, comme on le dit. Et on parle déjà de dégraissement de personnel. Nous allons demander tout simplement à ce que l'opération soit menée de main de maître, afin qu'il n'y ait pas de problème par la suite. Merci à vous, Yves-Patrick Loko, d'être passé dans cette émission. Merci également à vous, Patrick Adiabodjou. Nous allons enchaîner avec le dossier de la semaine. Oui, Cotonou a abrité durant toute cette semaine le 33e sommet du réseau du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Plusieurs experts de la CEDEAO, de l'UEMOA et d'autres institutions nationales comme internationales y ont pris part. Les réflexions portaient sur plusieurs secteurs du développement. On reçoit juste après ce reportage de Ricardo, l'un des organisateurs et participants de ces assises de Cotonou. Instant de partage et d'échange entre autorités béninoises et participants à cette 33e réunion annuelle du réseau de prévention des crises alimentaires. Le Bénin présente ses expériences pratiques de lutte contre la malnutrition, la sécurité alimentaire étant une nécessité. On ne saurait parler de réduction de la pauvreté si les 4 dimensions ou piliers de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ne sont pas maîtrisés et satisfaits. Il s'agit de la disponibilité qui se réfère à la quantité de nourriture disponible dans un pays ou une zone, en tenant bien évidemment compte de toutes les formes de production domestique et industrielle, ainsi que la balance des importations et exportations. Au nom des actions mises en œuvre par le Bénin, le programme de l'alimentation en milieu scolaire à travers les cantines scolaires d'une valeur de 27 milliards de francs CFA sur une période de 4 ans. Ainsi, le gouvernement ambitionne de servir quotidiennement un repas chaud à plus de 350 000 écoliers pendant cette période pour compter de la rentrée scolaire de septembre 2017. C'est déjà une réalité, mesdames, messieurs. Il ambitionne de rendre opérationnel plus de 1500 cantines scolaires approvisionnées avec des produits locaux frais et non traités. Un programme bien apprécié par le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est exceptionnel l'effort qui est consenti maintenant au Bénin sur ce segment de la jeunesse scolarisée. C'est comme ça qu'on va très probablement augmenter significativement la fréquentation des enfants à l'école et en même temps, évidemment, on stimule la production locale, etc. Ce programme de cantine scolaire constitue donc pour le Bénin un véritable catalyseur de développement.
Voilà. Merci à vous, Ricardo. Loïc Pékou, sur ce plateau, nous a déjà rejoint notre invité. Il répond au nom de Roch Mongbo. J'ai le plaisir de vous recevoir parce que vous portez le même prénom que moi. Très enchanté. Merci d'être là. Vous êtes le secrétaire permanent du Conseil de l'alimentation et de la nutrition. Et en face de vous, pour m'accompagner dans cet entretien, elle, c'est heureuse, elle est toujours heureuse. J'ai pas le choix. Bonjour. Oui, bonjour. Nous parlons du sommet du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest tenu à Cotonou et qui a pris fin ce vendredi. Et nous nous intéressons au volet nutrition des tout-petits. Tout à fait, précisément des tout-petits. Mais d'abord, on va connaître la situation aujourd'hui du Bénin en matière de nutrition de façon générale au Bénin. Et c'est la raison pour laquelle nous avons surtout le conseil, le secrétaire permanent du Conseil de l'alimentation et de la nutrition du Bénin. Merci d'être avec nous, Monsieur Mongbo. Merci, Monsieur Mongbo. Mongbo, voilà. Bon, Roch, alors. Voilà, c'est plus simple. C'est plus simple. Alors, lorsqu'on parle de la situation en matière de nutrition au Bénin, on en est où par rapport à l'Afrique de l'Ouest? Merci beaucoup à vous. Merci pour l'occasion que vous me donnez de venir discuter de ce sujet avec vous sur vos plateaux. Et souvent, quand on pense à la situation nutritionnelle au Bénin, il y a une première confusion. Et laquelle? C'est la confusion de penser que alimentation égale nutrition. Et que, alors, aidez-nous alors à faire la différence. Oui, que si on mange bien, s'il n'y a pas de famine dans notre pays, et en réalité, on ne devrait pas penser qu'on a des problèmes nutritionnels. C'est une grave erreur. D'accord. Et à plusieurs titres. La nutrition, une définition terre à terre serait la transformation que l'organisme fait de l'alimentation pour en faire une substance utile à la vie. À la vie, d'accord. C'est la définition la plus simple. Alors, si l'organisme va transformer l'aliment, il faut qu'il soit dans des dispositions adéquates pour assurer cette transformation. Sinon, on peut éventuellement bien s'alimenter, l'organisme n'étant pas dans de bonnes dispositions pour assurer cette transformation, il ne pourra pas profiter des éléments qui sont dans cet aliment. Et déjà, faudrait-il que les aliments que l'on consomme aient les nutriments dont l'organisme a besoin, si tant est que cet organisme est en mesure d'assurer les transformations. Ça fait déjà plusieurs choses. Mais au Bénin, qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce que nous mangeons bien? On est bien nourris? Déjà, nous ne mangeons pas formidablement bien. Et alors, ensuite, manger formidablement bien. Oui, c'est une façon de parler. Oui, ça veut dire... Est-ce que ça suffit de manger 3 fois par jour comme les organismes le souhaitent internationalement? Ça ne suffit pas de manger 3 fois par jour. Il est indispensable d'avoir de la variété, de la variation dans son alimentation, qu'il y ait une combinaison de divers types d'aliments dans cette alimentation. Ça fait déjà 2 choses importantes. Ça veut dire que même si on prend la partie énergie, il y a plusieurs sources d'énergie. Si vous mangez du maïs, c'est une source d'énergie. Le sorgho est une source d'énergie. L'igname, le manioc, c'est une source d'énergie. Ça veut donc dire que si vous mangez du maïs pendant une semaine ou toute l'année, vous aurez toujours de l'énergie. Mais malheureusement, ce n'est pas une bonne façon d'alimenter, de se nourrir, que de se cantonner sur une seule source d'énergie. Il faudra pouvoir varier. Et ensuite, en dehors de l'énergie, il y a les protéines, il y a les lipides, il y a les vitamines et autres que vous trouverez dans les légumes et dans les fruits. Il se fait que nous avons une alimentation qui est souvent très pauvre en légumes et en fruits. On mange en quantité, mais pas en qualité. Pas en qualité. Ensuite, si on mange dans des conditions d'hygiène inappropriées, vous pouvez avoir toutes les substances dans l'aliment et votre organisme ne pourra pas en profiter. Si l'eau que vous buvez n'est pas bonne, c'est aussi pareil. L'autre chose qui est désastreuse dans la nutrition, c'est que cette prédisposition de l'organisme à faire de l'aliment une substance utile pour la vie se construit
très tôt dans la vie. La prédisposition de l'organisme à assurer une bonne transformation. La raison pour laquelle vous avez voulu vous attarder sur les cas des tout-petits. Les 1000 premiers jours. Oui. Les 1000 premiers jours de la vie. Ça fait combien de mois, combien d'années déjà? Moins 9 à plus 24. Exactement. Du premier jour de la grossesse au 24e mois de naissance de l'enfant. C'est durant cette période que l'essentiel de son cerveau se construit. Donc 2 ans après la naissance. Quand l'enfant naît, son cerveau est développé à environ 36%. Ça veut dire, toute situation qui perturbe la conduite de la grossesse perturbe le développement du cerveau de l'enfant et condamne déjà l'enfant à une situation de malnutrition. À partir du jour de la naissance jusqu'au 24e mois, le cerveau atteint un développement qui avoisine les 80%. Deuxièmement ou troisièmement, chaque énergie que consomme l'enfant durant cette période, 80% est affecté au développement du cerveau. Et donc, tout déficit, si l'enfant a un petit stress pendant une semaine, qu'il maigrit, vous voyez un amaigrissement qui peut se réparer quelque temps après, mais en réalité, le cerveau est perturbé énormément et toute perturbation successive du cerveau est conservée à vie. Et donc, dans notre pays, en 2011, l'UNICEF a trouvé qu'on était à 44% de malnutrie chronique dans la tranche de 0 à 5 ans. Ça veut dire à peu près un enfant sur 2. Oui. Et en 2014, on a réajusté, on a trouvé que c'est autour de 34%. Dans les 2 cas, ça veut dire qu'on a au moins un enfant sur 3 qui sont des malnutries chroniques. Et quand vous avez été malnutri chronique, vous êtes handicapé à vie. Et donc la situation nutritionnelle d'un organisme comme celui-là est inquiétante. C'est ces œufs que plus tard vous aurez les diabètes, les hypertensions, etc., les fébrilités souvent malades. Voilà. Donc voilà dans quoi se trouve notre pays en matière nutritionnelle. Qu'il ne faut pas confondre. Ces gens-là, ils peuvent manger à satiété. Ils peuvent éventuellement manger à satiété, mais du point de vue nutritionnel, ils ont leur handicap qu'ils prennent à vie. Alors, le sujet a fait l'objet de préoccupations lors de ce 33e sommet du réseau du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Et le Bénin, je ne vous arrête pas, le Bénin a même présenté le projet cantine scolaire qui a été apprécié, mais à notre niveau, au niveau de la population, au sein de la population, il y a tellement de rumeurs qui circulent. On a eu sur certains médias des images pas très catholique, je dirais, de ce qui se passe dans les cantines scolaires. Et je me demande bien, vous êtes là sur le plateau, on ne peut pas vous laisser partir sans avoir votre appréciation. De quelle image s'agit-il? Ce que les enfants mangent, la qualité, les conditions dans lesquelles les mets sont cuisinés, c'est terrible. On a eu des images. Vous pouvez être un peu plus précise pour que je puisse je pourrais donner d'autres précisions que ce que j'ai apporté, monsieur l'ESP. Ça veut dire on ne peut pas tout régler d'un seul coup de baguette. C'est unique. Je ne suis pas un ministre du gouvernement et je ne suis pas au gouvernement. Mais c'est unique et tous les participants de cette semaine du Sahel, nous avons été surpris de la participation. Les activités du réseau de prévention des crises alimentaires ont été clôturées le mercredi, avant-hier, et c'est au jeudi qu'on avait prévu de faire la journée spéciale présenter les cantines scolaires et le programme de nutrition. Personnellement, étant membre de l'organisation, je ne m'attendais pas à ce que les participants venus de tous les autres pays de la sous-région viennent aussi massivement à cette rencontre. Ce qui se fait, c'était le dernier jour. Quand vous allez à des rencontres comme ça, le dernier jour, vous courez pour aller dans les marchés. Ils sont restés. Pourquoi? Parce que tous ont témoigné, il n'y a pas de gouvernement dans notre sous-région qui ait dégagé des ressources comme ça pour assurer l'alimentation scolaire. Donc ils ont voulu savoir comment ça se passe. Ils ont voulu savoir quels sont les tenants, les aboutissants, quel est l'avenir, quelles sont les perspectives de cette activité, quelles leçons ils peuvent en tirer et quelles recommandations ils pourraient nous faire.
Et ils ont eu à faire des recommandations. Énormément, ils en ont fait. Lesquelles, et par donc, exemple? si vous avez vu des images, il paraît qu'il y a du riz qui est avarié. Donc vous avez suivi avec Je moi. voulais vous entendre dire, vous dites que... Donc vous étiez très bien au courant. Il était très bien au courant. Je voulais croiser mes sources. J'ai eu une source qui dit qu'il y a du riz avarié, apparemment. Et puis, quand vous faites de l'investigation, il faut essayer d'aller un peu en profondeur. Vous prenez une image, vous voyez du riz qui vous semble avarié, il faut avancer. Tout à fait. Pour mettre le doigt sur la chose, pour être en mesure d'en parler, il ne faut pas se précipiter. Il semblerait que le riz avait deux contenants. Une première enveloppe en, comment on appelle, en matériel de Kenaf, et un autre sachet de couleur jaune qui est à l'intérieur. Ils ont ouvert le premier, le monsieur a filmé, il n'a pas attendu que les gens ouvrent. C'est ce que l'autre... Maintenant, on ne m'a pas montré du riz en grain comme ça. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, on voit par exemple que cette cuisine se fait dans un environnement précaire. Oui. Le mur, on voit que les enfants mangent dans la salle de classe. N'est-ce pas? Alors qu'il y a des poussières de craie qui sont On étale la sur nourriture des enfants au sol, une grosse pâte avec une petite quantité de sauce. S'il vous plaît, n'exagérons rien. C'est une très bonne initiative. N'exagérons rien. Nous apprécions. Non, n'exagérons rien. Oui. Mais il faut quelles sont les recommandations? Ce qui nous intéresse, Monsieur Roch, quelles sont les recommandations? Parce que nous sommes déjà pris par le temps. Prenez le temps d'apprécier ce qui est fait. Regardez ces enfants manger. Et si vous n'avez pas vécu la situation de passer une journée entière sans manger, vous ne pouvez pas apprécier de quoi il s'agit. Très bien. Quels sont les participants ont été intéressés? Très rapidement, parce que le temps est déjà parti. Quelles sont les recommandations qui vous ont été faites pour améliorer la nutrition des tout-petits dans notre pays? Ça peut vous surprendre. Oui. Il n'y a eu aucune recommandation en direction de l'environnement. Parce que ce qui est fait est formidable. Ils ont salué. Voici l'essentiel des recommandations qui ont été faites. Béninois, de grâce, que cette expérience soit une lumière pour la sous-région. Faites en sorte qu'elle soit inscrite dans le marbre de la République, qu'elle ne soit pas éphémère, qu'elle ne passe pas avec le passage du gouvernement et que les collectivités locales trouvent les moyens de prolonger les efforts du gouvernement central. Qu'est-ce que c'est formidable. Voilà une très belle restitution qui tient lieu de votre mot de fin sur ce plateau. D'autant plus que nous aussi, nous étions dans la salle. N'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Merci Heureuse Danodé. Merci monsieur le secrétaire permanent. Roch Mongbo. Voilà. J'espère l'avoir bien prononcé cette fois-ci et je rappelle que vous êtes le secrétaire permanent du Conseil de l'alimentation et de la nutrition au Bénin. Merci et merci également à vous qui nous avez suivis, toute l'équipe de préparation et de réalisation vous remercie également. Elle vous donne rendez-vous dimanche prochain à partir de 11 h. Chaque jour est une opportunité. Saisissez la vôtre dès maintenant. Au revoir et à bientôt.